Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici et d'être en visioconférence pour certains. Je sais que vous êtes tous connectés. Moi, je travaille donc au Philanthro-Lab et au nom de toute l'équipe du Philanthro-Lab, je remercie l'ADMICAL pour cet événement dont nous sommes partenaires aujourd'hui. Pour celles et ceux donc qui ne connaissent pas le Philanthro-Lab, vous êtes ici dans un lieu qui a 600 ans d'histoire, qui a notamment été l'école de chirurgie de la ville de Paris. Et donc, je vous inviterai aussi, quand vous en aurez un petit peu le temps, d'explorer notamment la rotonde d'anatomie qui est juste derrière vous. Et au-dessus de vous, vous avez 3 plateaux de coworking. C'est un lieu qui accueille des porteurs de projets associatifs, des associations, mais aussi des jeunes fonds de dotation. Le Philanthro-Lab, c'est un lieu dans lequel on travaille, on se rencontre, on partage. On a aussi un incubateur pour des jeunes associations, pour des porteurs de projets, pour des fonds de dotation. Un incubateur qui leur permet d'avoir accès à un certain nombre de formations, de coaching, à du mentorat. Et on est très heureux d'ailleurs d'avoir, grâce au partenariat avec l'ADMICAL, aujourd'hui on a certains de nos incubés qui peuvent participer à cette restitution du baromètre du mécénat entreprise. Je vais pas vous faire un long discours sur l'histoire du lieu, mais on pourrait en parler très longtemps. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à venir rencontrer les équipes. On sera tous très heureux de répondre à vos questions. Je remercie encore une fois l'ADMICAL. Je vous souhaite une très bonne restitution du baromètre et je passe donc la parole au délégué général d'ADMICAL, Yann Keinec. Merci. Merci Charlotte et merci au Philanthro-Lab de coprogrammer avec nous cet événement. Donc je suis ravi d'être là. Je suis depuis peu délégué général d'ADMICAL, ça fait 3 mois et c'est une occasion pour moi très symbolique que de présenter ce baromètre. Donc vous savez que c'est un grand moment pour ADMICAL. Ça fait 20 ans, c'est la 10e édition. Donc je tiens à remercier tous les gens qui sont présents dans la salle et puis les 500 personnes qui sont connectées en ce moment pour assister à la restitution de ces tendances du mécénat des entreprises. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires sur le sujet et cette étude que sont l'IFOP, le ministère de la Culture, le ministère des Sports et puis Pro Bono Lab. Vous allez constater que cette présentation, cette session, elle va se dérouler sur une présentation des tendances générales et notamment Daniel Bruno va nous présenter les données issues de la DGFiP et donc une présentation générale des tendances chiffrées. Et puis du côté des tendances du mécénat général, ensuite on va rentrer sur des thématiques, le mécénat de compétences, le mécénat culturel, le mécénat sportif feront l'objet de focus. Et je vous inviterai ensuite à poser des questions, puisque l'idée aussi c'est de vous faire réagir sur les tendances qui émergent. Je tiens aussi à vous préciser qu'ADMICAL est en renouvellement en ce moment. Les choses ont beaucoup évolué ces derniers mois. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe d'ailleurs qui s'est mobilisée sur le sujet et la préparation de cet événement en particulier. Il y a un point sur lequel vous allez voir qu'une tendance lourde se confirme et qui fait écho pour ma part à mon passé qui est dédié au sujet de responsabilité sociétale des entreprises, c'est que le monde du mécénat d'entreprise et celui de la RSE sont amenés à cohabiter de plus en plus. C'est vraiment une tendance lourde d'alignement des actions de mécénat sur l'activité économique des entreprises et les stratégies de responsabilité sociétale. Et sans plus attendre, je vais proposer que l'on commence la restitution et je vais inviter Daniel Bruno à nous rejoindre et vous constatez donc ensuite, s'agissant des prises de parole, je remercie Flora Baumelin de l'Institut IFOP, Elsa Chaussès de Pro Bono Lab et Léa Morgan du ministère de la Culture qui vont nous restituer ensuite les focus thématiques. Daniel, the floor is yours. Merci. Merci Yann. Bon, je vais essayer en 15 minutes qui me sont imparties. Donc, on va lutter contre la monte en permanence. D'ailleurs, j'ai mis la mienne à côté. Et bonjour à tous et à toutes. Et donc, on va parler d'un sujet éminemment qui, je suis sûr, va tous vous passionner, c'est les données fiscales. Comment le mécénat se reflète dans les données fiscales. Alors, d'abord, quelques mots sur ces données fiscales. De quoi parlons-nous? Alors, on parle de chiffres qui nous sont communiqués par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et de son service statistique, produit à la demande des études. On leur demande des chiffres, ils nous font payer, mais ça nous permet d'avoir des choses extrêmement précises. Alors, quand je dis des choses qui sont précises, toute précision est relative.
Pourquoi? On pourrait penser que, une fois qu'on a les données fiscales, c'est génial, on a tout. Malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, c'est pas vrai, puisque on n'a que les dons qui sont inclus dans la déclaration d'impôt sur les sociétés des entreprises. Donc, ça veut dire que celles qui ne déclarent pas, qui déclarent partiellement, ou celles qui éventuellement auraient tendance à surdéclarer, on dira pas. Voilà. Donc, ces chiffres, c'est cela. Alors, c'est que les chiffres de l'impôt sur les sociétés. On n'a pas les chiffres de l'impôt sur le revenu, mais ils sont relativement marginaux. Donc on n'en parle pas ici. De même qu'on n'a pas les chiffres des mécénats culturels spécifiques, les trésors nationaux, tout ça, ça représente aussi quelques millions, donc c'est pas forcément extrêmement significatif. Alors par contre, on a un intérêt majeur avec ces données fiscales, c'est qu'on a une série qui est homogène. Donc on a des statistiques depuis 2010 qui sont parfaitement homogènes, et donc ça nous permet d'avoir une vision historique assez précise. Voilà. Alors on va évoquer toujours pour les données fiscales, on va travailler à la fois sur l'évolution et avec un cut pour chaque année. Donc on va travailler en film et on va travailler en photo. On va essayer d'avoir des belles photos. Alors, une autre précision des données fiscales, c'est quand les entreprises remplissent leur déclaration d'IS, elles signalent non pas le montant des dons qu'elles ont réalisés, mais ce qu'on appelle une créance de mécénat, c'est-à-dire en fait la réduction d'impôts auxquels elles ont droit. Et donc c'est un chiffre qui est approximatif, donc on va faire une règle de 3 bête. Donc on va diviser par 60 et multiplier par 100 pour calculer un montant de don, mais qui n'est qu'une estimation, notamment parce qu'il y a le phénomène de glissement sur plusieurs années. Vous savez qu'il est possible pour les entreprises, quand elles atteignent le plafond de 20 000 euros ou de 0,5% du chiffre d'affaires, de reporter les dons sur les 5 années suivantes. Et ce phénomène, on ne peut pas le mesurer à travers les données fiscales, il n'est pas dans les déclarations. Voilà. Alors, la première diapo, la grande évolution du mécénat depuis 2010. Voilà. Donc, quand on voit ça, on peut être quand même extrêmement content de se dire qu'on a une tendance à la hausse permanente. Mais, on voit à partir de 2019, qu'on atteint un plateau. Voilà, donc à la fois en montant des dons déduits et en nombre d'entreprises. Alors, 2021 s'est entamé, assuré, simplement parce que les données sont provisoires, elles sont pas définitives, et on va récupérer quelques millions, et pour moi, on atteindra peut-être le chiffre de 110 000 entreprises, et on dépassera certainement les 2,3 milliards en finale, parce que les déclarations d'entreprise ne rendent pas toutes en même temps, et donc il y a un petit peu de décalage. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'on a une petite tendance sans doute à la reprise pour 2021. Alors, quand on se penche sur cette histoire, je vous ai dit, les données fiscales ont le mérite d'une certaine homogénéité et on n'a pas connu de grandes révolutions. On va dire depuis 2010, il n'y a pas eu de changements fiscaux extrêmement importants. Il y en a eu à partir de 2020, mais qui sont relativement marginaux. Alors, par contre, on sait que le mécénat peut être impacté par des grands événements du type catastrophe. J'en ai listé quelques-unes ici, Haïti en 2010, mais comme j'ai pas mis les données antérieures parce qu'elles sont moins homogènes, c'est pas très grave. Et l'incendie de Notre-Dame en 2019, qui se répercute certainement sur les données de 2020 et de 2021, puisque les entreprises ont parfois étalé leurs dons, qui ont donné des montants très importants, ont étalé leurs dons sur plusieurs années. Voilà. Et donc cette évolution est quand même continue, donc avec cette petite phase de plateau qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est passé, donc la multiplication est quand même importante par 2-3 depuis 12 ans, donc depuis 2010 sur le nombre d'entreprises, sur le montant des dons, le nombre d'entreprises par 3,8. On peut passer à la suivante.
Alors là, on n'est plus en film, on est en photo. Et donc, on parle de la proportion des entreprises qui déduisent des dons, on va dire, de leur IS sur l'année 2020, avec une petite comparaison sur 2019. Bon, qu'est-ce qu'on remarque de manière assez fine, c'est que les grandes catégories d'entreprises, eh bien, c'est les micro-entreprises. Elles ne sont que 3,3 à faire à déduire, une fois de plus, non pas à faire, mais à déduire des dons de leur déclaration d'IS. En revanche, les grandes entreprises sont 87%. Donc, parmi les grandes entreprises, 87% font du mécénat ou déduisent du mécénat de leur IS. Et quand on compare par rapport à 2019, on voit qu'il y a une petite baisse donc sur toutes les catégories, sauf sur les PME qui progressent elles un tout petit peu. Voilà, c'est pas très centré. Alors, pourquoi les très grandes entreprises sont surreprésentées dans cet échantillon? Parce que c'est quand on est une grande entreprise, ça fait partie de la responsabilité, on est implanté sur tout le territoire, donc il faut faire du mécénat. Et quand on est à ce niveau-là, c'est tout à fait normal que y a beaucoup de mécénat. Et alors, à l'inverse, les micro-entreprises, elles peuvent avoir une propension à ne pas déduire parce que pour elles, l'enjeu est pas très important. Et donc, en plus, elles font souvent du mécénat en nature, des prêts personnels, tout ça qui, pour elles considèrent que elles vont pas s'embêter à faire ça. Et je pense qu'on aura confirmation tout à l'heure avec les données de l'IFRAP. Alors, poursuivons avec cette fois le détail. Donc, on était sur la globalité des entreprises. Maintenant, on prend que celles qui sont mécènes. Donc, si dans ces mécènes, on voit que 96% sont des micro-entreprises. Ça paraît paradoxe, 96% des mécènes sont des micro-entreprises, alors qu'elles ne sont que 3% à faire du mécénat. C'est évident, parce que le nombre d'entreprises, de micro-entreprises est énorme. Voilà. Et donc, par rapport à 2019, on voit que seuls les ETI progressent un petit peu, à la fois en nombre et en montant. Et quand on regarde le graphique de droite pour vous, le détail des ETI, on voit que c'est les entreprises de 100 à 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel qui ont un poids le plus important dans cette catégorie. Alors, on va continuer notre contre-la-montre pour parler maintenant de l'évolution par catégorie du nombre de mécènes. Et pour moi, je trouve que c'est plus intéressant parce que un cut sur une année, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des paramètres qui sont très conjoncturels, alors que là, on est sur des tendances plus lourdes. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque dans ces tendances? Eh bien, c'est que les ETI et les GE sont très stables dans le temps. C'est normal puisqu'elles sont déjà, elles ont atteint pratiquement le maximum. On va pas arriver à 100% des entreprises qui font du mécénat. Alors, par contre, les MIC et les PME, elles, on voit donc la courbe verte et la courbe grise, elles progressent plus que la moyenne. En haut, la courbe générale, avec ce petit écrêtement qu'on observe en 2020, mais quand même très modeste par rapport à ça. Alors, continuons. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que les MIC et les PME se développent, parce que ça veut dire qu'on irrigue de plus en plus les territoires, et ça, c'est formidable. Alors, l'évolution par montant, tout à l'heure on était en nombre, là c'est pareil, on voit bien le détail par les 4 catégories d'entreprises. Donc, MIC et PME sont là en montant, elles sont plus flat, la courbe est un peu plus flat. Par contre, les GE et les ETI amplifient leur effort avec une forte baisse quand même constatée sur les GE en 2020. Et on verra tout à l'heure quelque chose d'extrêmement intéressant.
Au suivant. Alors là, on a le détail du mécénat de 2020, des entreprises 2020, par tranche d'effectifs. Hein. Bon, pour moi, je trouve que c'est moyennement intéressant. Donc ça, quelque part, ça reflète un petit peu les données qu'on a sur le chiffre d'affaires. C'est quand même extrêmement lié. Alors, beaucoup plus intéressant pour moi, c'est l'évolution par secteur. Donc là, il s'agit des secteurs économiques de l'INSEE. Il y en a 17, si mes souvenirs sont bons. Et on voit une prédominance énorme du secteur du commerce, à la fois en nombre d'entreprises, donc là on mesure en poids, hein, en pourcentage, et en montant. Hein. En vert, vous avez le nombre, la part des entreprises du commerce, donc elles sont 27,9%, elles représentent, 27,9% des entreprises faisant du mécénat, et pour un montant total de dons de 39%. Elles sont suivies par les activités financières et aides d'assurance, donc qui sont traditionnellement aussi un secteur fort. Donc on fera pas le détail de tous les secteurs. Passons au suivant. Alors là encore, plus intéressant, l'évolution des différents secteurs. Alors, comme il y en a 17, je vous aurais fait des graphiques totalement illisibles. Donc on a ramassé la plupart des petits secteurs dans un grand secteur qui s'appelle autre, qui du coup représente un poids important. Mais finalement, c'est un conglomérat d'activités extrêmement diverses, donc c'est pas forcément passionnant. Hein. Alors là, on voit cette prédominance encore du commerce et combien le commerce, donc en nombre, progresse, mais aussi sur la diapo de droite, progresse en montant, donc de manière plutôt exponentielle. Alors, on peut se demander pourquoi le commerce progresse de manière aussi importante. Pour moi, l'explication, on la trouve non pas dans la loi fiscale, quoique un petit peu, mais surtout dans des lois qui ont été faites en faveur de la lutte contre le gaspillage, particulièrement alimentaire, et des autres formes de gaspillage aussi, et donc qui ont entraîné beaucoup de dons en nature. Et alors là, avec un petit booster fiscal qui est génial, c'est que avant on déduisait sur la valeur résiduelle du produit, alors que depuis 2017, les entreprises peuvent déduire au niveau de la valeur de production. Donc un yaourt 2 jours avant, il vaut il a la même valeur que s'il y avait une date limite. S'il nous est donné avec une date limite de 3 semaines, il a la même valeur fiscale, c'est le prix de revient. Bon, il m'a dit que j'ai plus que 2 minutes, c'est incroyable ça. Donc voilà, c'est un facteur explicatif quand même important. Donc le secteur qui progresse le plus, c'est quand même celui du commerce. Alors voyons un peu, reposons-nous sur une généralité avec un recul sur nos données. Et qu'est-ce qu'on voit? Finalement, on voit qu'il y a entre 4 et 5% des entreprises qui déduisent du mécénat de leur impôt sur les sociétés. Donc finalement, c'est pas tant que ça, hein, c'est pas énorme. Et si on rapporte ça à leur chiffre d'affaires, alors là, on voit qu'on est à 0,4%. 0,04%. C'est-à-dire 4 pour 10 000. C'est 10 fois moins, on peut dire, que le plafond qui est à 5 pour 1000. Hein, donc on a des marges de progression, pour moi, qui sont énormes. Voilà. Continuons notre challenge. Alors là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Pour moi, c'est le meilleur. Et c'est l'analyse. Donc, pour la première fois cette année, on a demandé une analyse par tranche de montant de la réduction d'impôt. Alors, les chiffres en valeur absolue ne correspondent pas aux données précédentes, puisque là, j'ai gardé volontairement la réduction d'impôt pour éviter le filtre déformant des reports de dons. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on voit que dans le premier graphique, qui lui porte sur la totalité des données pour les entreprises ayant une réduction d'impôt, réclamant une réduction d'impôt inférieure à 1,2 million d'euros, qu'on peut qualifier entre guillemets de petits mécènes. Alors, tout est relatif parce qu'1,2 million, c'est quand même pas mal.
Bon, mais si alors on a fait l'extraction uniquement sur pour le coup, les très grandes entreprises, celles qui ont plus de 1,2 million de mécénat par année. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nombre d'entreprises, il est très très petit. On est à peine en dizaines d'entreprises. La colonne bleue, vous voyez qu'on atteint à peine 10 entreprises. Et qu'est-ce qu'on voit quand on compare 2019 à 2020? On a un effondrement du montant des dons de ces grandes entreprises. Mais en fait, elles sont 2. Et 2, ça fait 100 millions en moins. Hein? Et donc, c'est quand même assez paradoxal de voir que nos analyses, quand on est en macro, dit ah ben la tendance, ça monte, ça baisse, alors est-ce que le mécénat se développe, il se développe pas? Et ben en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 2 entreprises ont une influence déterminante sur notre graphique. Les 100 millions qui nous manquent quelque part proviennent de 2 entreprises. Alors, pourquoi ces 2 entreprises ont fait 100 millions de mécénat en moins? Bon, j'ai un peu des idées sur qui ça peut être. C'est des programmes souvent extrêmement importants, donc qui ont donné lieu à un étalement des dons sur plusieurs années. Il peut y avoir aussi des mécènes de Notre-Dame dans cette catégorie, donc qui font que finalement, nos tendances, plus on les regarde de manière micro, et plus on aura des données pertinentes. C'est-à-dire, une fois de plus, je me méfie beaucoup des macrodonnées, et donc plus on va dans le détail, plus on découvre des choses intéressantes. Alors, j'en ai fini pour ce premier machin. Est-ce que j'ai tenu... Merci Daniel. Je t'ai un peu pressé, mais je pense qu'on peut applaudir Daniel sur... Merci de ta performance, toutes ces données en 15 minutes. Tu as tenu le délai. Et Flora, je t'invite à rejoindre au niveau du pupitre, si tu veux bien, pour nous restituer l'étude IFOP sur le sujet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant toute chose, je tenais à remercier Admical et ses partenaires qui nous ont sollicités pour la 2e édition consécutive sur ce baromètre. Donc peut-être qu'on peut démarrer tout de suite sur la méthodologie de l'enquête qui est vraiment importante à avoir en tête avant de lire les résultats. Donc l'objectif du baromètre qu'on réalise à l'IFOP pour Admical, c'était de pouvoir éclairer de manière un peu plus qualitative les données de mécénat pour compléter en fait finalement ce qu'on a comme données de par la DGFiP et avoir un regard plus qualitatif dessus. L'enjeu principal aussi, c'était d'interroger des mécènes, mais pas n'importe quel mécène, c'était d'atteindre une forme de représentativité de cet échantillon, et c'est ça qui est vraiment le challenge de ce dispositif et qui fait qu'il est unique aujourd'hui en France. Donc comment on a fonctionné? En fait, on a interrogé, pour trouver nos entreprises mécènes, on a interrogé 1400 entreprises de 10 salariés et plus. Cet échantillon de départ est représentatif, ce qui fait qu'on conclut qu'on a une forme de représentativité dans les 190 entreprises mécènes qui ont répondu à notre baromètre. Parmi celles-ci, et vous le verrez, ça va être important par la suite dans les focus, on en a 67 qui sont mécènes de la culture, 84 qui sont mécènes du sport et 33 qui sont mécènes de compétences. Donc on va parler sur la restitution globale avant d'aborder les focus. On va aborder 3 grandes thématiques. On va parler des pratiques du mécénat. On va parler aussi des motivations du mécénat. Et la dernière partie, on va être à la fois sur une rétrospective et une prospective, puisqu'on va regarder un petit peu dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé ces dernières années avec la crise Covid et comment on aborde les choses pour la suite. Donc, pour commencer sur les pratiques de mécénat, la première question qu'on posait à nos entreprises mécènes, c'était les domaines dans lesquels ils se consacraient au mécénat. Donc, vous le voyez, en nombre d'entreprises, c'est le sport qui est plébiscité, puisque 46% des entreprises mécènes qu'on a interrogées sont mécènes du sport, suivies par la culture, le social et l'éducation. En revanche, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a des différences assez marquées en fonction de la taille d'entreprise qu'on a interrogée. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que le sport, il est particulièrement prégnant dans les plus petites structures, qui sont donc les plus nombreuses, comme l'a évoqué Daniel Bruno précédemment.
Et si on regarde les plus grandes structures, donc les ETI, les grandes entreprises, là on voit que les domaines privilégiés, c'est plutôt la culture, le social et l'éducation. Un point aussi qui est intéressant, c'est le nombre de domaines soutenus en moyenne. On voit que les plus grandes entreprises, ayant plus de moyens, diversifient aussi plus les domaines auxquels elles se consacrent. On voit qu'il y a 3,1 domaines en moyenne investis par les grandes entreprises, quand on est plutôt à 1,6 pour les PME. Ce qui est intéressant aussi de regarder, une fois qu'on a regardé la répartition en nombre de mécènes, c'est la répartition du budget sur les différents domaines. Et là, on voit que la hiérarchie est assez différente, puisque le sport, qui est investi par beaucoup d'entreprises, finalement est investi sur des petits montants. Et en termes de budget, ça représente seulement 5% des montants investis. À l'inverse, finalement, de la culture, du social et de l'éducation, qui sont les domaines les plus investis en termes de budget. Donc si on récapitule, dans les domaines d'action privilégiés, donc les chiffres en bleu, on a le sport, la culture et le social. Mais si on regarde en termes de dépenses globales, on va être sur l'éducation, la culture et le social. Un autre point qui est intéressant dans les pratiques, c'est l'évolution de la manière de faire, et on va le voir sur plusieurs éléments, notamment le fait de travailler soit directement, soit de passer par une structure dédiée, comme une association ou un fonds ou une fondation. Et on voit que finalement, même si en majorité relative, les entreprises mécènes travaillent avant tout directement, il y a une part croissante qui passe par des structures dédiées. Donc on est à 33%, plus 4 points par rapport à la précédente édition. Ce qui nous montre finalement une forme de professionnalisation du mécénat d'entreprise. Un autre point, c'est finalement le type de structures qui sont financées par le mécénat. Donc on voit finalement qu'on a une grande majorité des entreprises qui financent avant tout des structures privées, mais on en a aussi quand même la moitié, 48%, qui soutient des structures publiques, et un tiers qui nous soutient les deux. On a aussi regardé en termes de format de mécénat, si on était sur du mécénat financier, du mécénat en nature ou du mécénat de compétences. Donc on a encore la part belle au mécénat financier, mais finalement il y a aussi un quart des mécènes qui travaillent sur du mécénat en nature et 15% qui travaillent sur le mécénat de compétences, et ça c'est un point qu'on va développer par la suite avec Pro Bono Lab. Un autre élément intéressant, c'est on va dire le domaine d'exercice, le rayonnement du mécénat qui est réalisé par les entreprises mécènes. La plupart, et c'est normal puisque les PME sont plus nombreuses, travaillent au niveau local ou régional. Donc c'est le cas de 76% d'entre elles, de 80% des PME. On en a un tiers qui travaille également au niveau national, et c'est plus souvent le cas évidemment des ETI et des grandes entreprises. Vous voyez les chiffres à droite de l'écran. Et puis on en a 12%, donc c'est minoritaire mais c'est quand même présent, qui travaillent même au niveau international. Et encore une fois, c'est plus fréquemment le cas des plus grandes structures qui ont évidemment plus de moyens pour rayonner plus largement. Alors ensuite, on arrive sur un chiffre très important de ce baromètre, et c'est la première fois qu'on le mesure. On a interrogé, et ça permet de compléter les données issues de la DGFiP. En fait, on a demandé aux entreprises mécènes si elles avaient déclaré l'intégralité de leurs dons ou pas. Et si c'était pas le cas, quelle proportion de leurs dons étaient déclarés. Et on obtient un chiffre qui est que, en moyenne, 65% des montants consacrés au mécénat sont déclarés. Ce qui veut dire qu'on n'a pas l'intégralité des montants qui sont déclarés. On voit que le chiffre, il est à peu près stable en fonction de la taille des entreprises. Et ce chiffre-là nous permet de calculer finalement le chiffre de 3,6 milliards d'euros qui sont consacrés au mécénat, qui ont été consacrés au mécénat en 2021. Donc c'est une progression par rapport à la mesure de 2019 qui était de 3,5 milliards d'euros. Ça c'est le montant global qui est consacré au mécénat.
Ensuite, on tombe sur nos 2,3 milliards d'euros de dons qui sont déclarés à l'administration fiscale et qui aboutissent donc à 1,4 milliard d'euros de réduction d'impôts accordés en 2021 aux entreprises. Donc voilà pour cette première partie, on était vraiment sur les pratiques. Maintenant, on va passer sur les motivations du mécénat d'entreprise. Et là, vous allez le voir qu'il y a pas mal de choses qui évoluent dans les pratiques. Donc la première question qu'on a posée, c'était vraiment les raisons qui motivaient le plus l'entreprise à faire du mécénat. Et on le voit, ce qui ressort prioritairement, c'est le fait d'incarner les valeurs de l'entreprise et aussi de valoriser l'image et la réputation de l'entreprise. Ça, et on va le voir un peu tout au long de la présentation, ça vient vraiment corroborer l'idée qu'il y a une recherche de mise en cohérence de la pratique de mécénat des entreprises, qui est une recherche de mettre en cohérence à la fois l'activité de mécénat, mais aussi la démarche RSE de l'entreprise, voire même d'être cohérent avec l'activité même, le cœur d'activité de l'entreprise, pour avoir une image et une communication globale qui soit cohérente par rapport aux actions menées. On a ici également interrogé les entreprises mécènes sur leurs raisons de choix d'intervention, le choix des domaines d'intervention. Alors on voit que la motivation première, en tout cas qui est encore citée en premier, c'est l'engagement personnel du dirigeant de l'entreprise. Mais pour nous, c'est même si ça reste la motivation première, c'est plutôt un héritage des pratiques du passé. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt en dynamique les items suivants, notamment le fait que les domaines choisis incarnent les valeurs de l'entreprise. Et là, on a une progression de 7 points par rapport à la précédente édition. Et plus encore, le fait que les domaines de mécénat choisis répondent aux besoins prioritaires des territoires sur lesquels est implantée l'entreprise, plus 11 points, ou encore que les domaines choisis soient liés à l'activité de l'entreprise, plus 9 points. Donc finalement, si on regarde les choses un petit peu en dynamique, on a évidemment un héritage, une tradition d'un engagement personnel du dirigeant de l'entreprise, et vous le voyez, c'est beaucoup plus le cas dans les plus petites structures, puisque le chiffre est majoritaire chez les PME, alors qu'il n'est que de 22% au sein des grandes entreprises. En revanche, on a vraiment un dynamisme, une montée d'une autre manière de choisir les domaines d'intervention, qui est ce qu'on disait justement, cette recherche d'incarner les valeurs de l'entreprise, de mettre en cohérence avec l'activité de l'entreprise, et c'est aussi particulièrement le cas dans les ETI et dans les grandes entreprises. Alors donc pour les entreprises qui nous ont dit justement avoir fait le choix d'avoir un lien entre l'activité de mécénat et l'activité de l'entreprise, on leur a demandé de nous préciser un petit peu ces motivations. Et donc en premier lieu, l'idée c'était d'avoir une communication claire et cohérente vis-à-vis de l'externe. Donc on est encore dans cette recherche de mise en cohérence. Et puis, de manière assez intéressante, on a aussi, ce qui nous est cité, c'est de dire que on veut exploiter les compétences métiers qui sont déjà dans l'entreprise et qui permet à l'entreprise d'aller au-delà d'un simple accompagnement financier. Donc c'est la deuxième motivation. Et la troisième, qui est aussi intéressante, le fait d'inscrire le mécénat dans la stratégie de RSE de l'entreprise. Un point à souligner aussi, c'est justement cette recherche d'accompagner via les compétences métiers. C'est quelque chose qui est très fortement souligné par nos grandes entreprises. Alors on aborde la dernière partie de cette restitution du baromètre global. Donc on va faire à la fois un coup d'œil dans le rétroviseur et se projeter sur les années qui viennent. Alors un point par rapport à la réforme de la loi mécénat. On a interrogé nos répondants sur leur connaissance des points de la réforme. Donc vous le voyez, ils sont affichés ici, les 5. C'est des points qui sont plutôt techniques. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que finalement, on a un recul de la notoriété de chacun de ces points, c'est-à-dire qu'on a une connaissance qui est en recul. Donc nous, on est allé analyser pour essayer de comprendre d'où venait ce recul.
Ce qu'on constate, vous voyez, les répondants pouvaient se positionner sur soit oui, mais je ne vois pas précisément ce dont il s'agit, soit nous dire oui, et je vois précisément ce dont il s'agit. Le recul, en fait, il se trouve quasiment exclusivement sur les personnes qui nous disent oui, mais je ne vois pas précisément ce dont il s'agit. Donc, ce qui veut dire en fait que on a, on va dire, un petit cœur de participants qui connaissent très bien les mécanismes, parce que probablement c'est vraiment le cœur de leur activité dans leur rôle de mécénat au sein de l'entreprise. En revanche, il y a des personnes qui travaillent sur le mécénat qui n'ont pas forcément en tête ces points très très spécifiques de la réforme de la loi mécénat. Pour nous, ce que ça veut dire en fait, ce recul de notoriété, c'est finalement que il y a on va dire une complexification de la démarche de mécénat qui appelle une professionnalisation et que ce soit dans les petites et aussi dans les grandes, en fait, on va avoir des personnes qui vont travailler sur le mécénat, mais qui vont pas forcément maîtriser tous les aspects de cette démarche, puisqu'on aura des porteurs de projets, on aura des personnes qui travaillent vraiment sur l'aspect fiscal, et donc c'est finalement cette connaissance qui n'est pas forcément partagée par tous, et ça dépend vraiment de la personne qu'on a interrogée. Tout ça veut dire qu'on a vraiment une professionnalisation et une spécialisation de la démarche mécénat dans l'entreprise. On a aussi interrogé donc nos répondants sur si ces réformes avaient eu un impact sur la politique de mécénat au global. On en a, on va dire, 8 sur 10 qui nous disent que finalement il n'y a pas eu d'impact sur leur politique de mécénat, et donc 1 sur 5 qui nous disent avoir vu un impact. De la même manière, on a demandé si, alors là on est uniquement auprès des PME mécènes, si elles avaient utilisé le plafond alternatif à 20 000 € pour augmenter le montant de leurs dons. On a seulement 5% qui nous ont dit oui. Alors on estime que potentiellement le chiffre est un tout petit peu plus élevé, justement si on a eu notre interlocuteur qui n'était pas forcément au courant. Ça peut être on va dire le comptable qui a procédé à ce dispositif, mais pas forcément la personne interrogée. Mais pour autant, l'enseignement pour nous, il reste clair que ce dispositif, il n'a pas été utilisé de manière majoritaire et très large. Alors le coup d'œil dans le rétroviseur, comme je vous le disais, l'impact de la crise sanitaire. On a demandé aux mécènes si la crise sanitaire avait eu un impact sur leur politique de mécénat. On en a un tiers qui nous ont dit oui. Et surtout, on a cherché à savoir si c'était plutôt un effet positif ou négatif. Donc parmi ceux qui nous ont dit qu'il y avait eu un impact, on en a la moitié, donc ça nous fait 16% au global, qui nous disent que ça les a conduits à réduire leur budget de mécénat. Mais l'autre moitié, finalement, nous dit que soit l'entreprise, finalement, il y a vu une opportunité d'amplifier ses actions, ou bien ça a incité l'entreprise à redéfinir les axes d'intervention du mécénat. Si on regarde encore une fois le détail en fonction de la taille de l'entreprise, on voit évidemment que c'est plus fréquemment les PME qui ont été contraintes de réduire leur budget mécénat, quand les ETI et les grandes entreprises ont été plus capables soit d'amplifier, soit de redéfinir leurs axes d'intervention. Et on est capable de vous donner le détail même par domaine d'intervention sur certains domaines, ceux où on avait donc suffisamment de répondants. On voit que dans le domaine de la santé et de l'éducation, on a eu plutôt une amplification. Enfin, vous le voyez, à chaque fois, c'est majoritairement des gens qui nous disent qu'il n'y a pas eu de changement. Mais si on regarde le delta entre amplification réduction, c'est la santé et l'éducation qui s'en sortent plutôt bien. À l'inverse, pour le sport et la culture, on a plus fréquemment des personnes qui nous disent avoir dû réduire leur intervention. Et puis donc, un élément très important de ce baromètre et un des enseignements principaux, c'est le retour de l'optimisme. C'est-à-dire qu'on a 20%, enfin 19% de nos entreprises mécènes qui considèrent que leur budget va augmenter
dans les 2 ans à venir. C'est 9 points de plus que lors de la précédente mesure. Alors, on vous indique que c'est des rappels 2019, mais le terrain avait été mené en 2020 pour l'année 2019. Mais donc, on voit bien que là, on est sorti de cette frilosité de la crise sanitaire, où il y avait énormément d'incertitudes sur l'avenir du mécénat. Là, on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus positive. Et puis enfin, une autre question de prospective. Sur les 2 ans à venir, on a aussi interrogé les mécènes sur leurs priorités en matière de stratégie de mécénat. Et on revient sur ce qu'on s'est dit de la mise en cohérence. Le premier objectif, c'est d'articuler davantage les stratégies de mécénat et de RSE. Donc 33% des répondants nous ont cité cette réponse. C'est encore plus fortement le cas dans les ETI et dans les grandes entreprises. Il y a aussi la volonté pour un quart de nos répondants de développer le mécénat de compétences. Encore une fois, très fortement cité par les grandes entreprises. Et puis aussi de proposer un accompagnement extra-financier aux structures soutenues, agir avec d'autres entreprises, structurer une démarche d'évaluation, et puis de manière plus minoritaire, développer le mécénat à l'international ou d'autres priorités. Oui, je pense qu'on peut applaudir Elsa. Merci beaucoup. Elsa, tu vas nous parler du mécénat de compétences. Je tenais juste à vous préciser que notre président, François de Biesse, est absent aujourd'hui. Vous avez pu le constater. Il était retenu à Aix dans le cadre d'une autre organisation. En revanche, il y a une petite vidéo où il nous fait part de ses enseignements en toute fin de cette session. Elsa, je t'en prie. Merci de nous présenter les conclusions, les enseignements sur le mécénat de compétences dont on a vu que c'était un levier très très fort d'engagement à travers le mécénat. Merci. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je tiens à remercier Admical et toutes les équipes qui ont organisé aujourd'hui cette restitution du baromètre. Ça fait deux éditions du baromètre qu'on est partenaire avec Pro Bono Lab de la partie mécénat de compétences. C'est toujours un temps très précieux pour nous parce qu'on agit tous les jours sur le terrain, mais c'est aussi très très précieux de pouvoir à un moment prendre du recul, et faire ce pas de côté pour regarder les grandes tendances. Et d'autant plus que ça peut nous apporter des surprises, comme c'est le cas cette année, puisque ça fait 10 ans que le mécénat de compétences évolue de manière positive. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'impliquent, et on l'a remarqué notamment grâce au baromètre d'Admical. Cette année, pourtant, on observe une légère baisse. Donc, il y a 2 ans, il y avait 21% des entreprises mécènes qui faisaient du mécénat de compétences. Cette année, en 2021, il n'y en a que 15. Que 15, c'est un petit que, évidemment. Donc, il y a 15% des entreprises mécènes qui font du mécénat de compétences. Ce qui est intéressant, quand on a vu ce chiffre à première vue, on s'est dit, c'est surprenant, puisque c'est pas forcément ce qu'on observe sur le terrain. Nous, et en tout cas, c'est pas forcément un chiffre qu'on aurait anticipé. Et ce qui va être intéressant, c'est de creuser un petit peu donc le pourquoi du comment et de voir les chiffres qui suivent dans la partie mécénat de compétences. Et sans ce baromètre et sans cette partie mécénat de compétences, on n'aurait pas pu les avoir. Donc, c'est toujours très précieux. Alors, peut-être, non, excuse-moi, est-ce que tu peux revenir à la slide d'avant? Ce qui est intéressant quand même de noter dans un premier temps, c'est que on a au niveau des typologies d'entreprises et du lieu entre Île-de-France et province, quand même une majorité donc des grandes entreprises mécènes qui vont faire du mécénat de compétences, donc 46%, là où c'est beaucoup moins présent chez les ETI et les PME, notamment les ETI. Et niveau Île-de-France et province, on a quand même très peu d'entreprises en province qui nous disent faire du mécénat de compétences, là où en Île-de-France c'est plus présent. Et si on compare avec les chiffres de 2019, en 2019 on avait 23% des entreprises mécènes de compétences qui agissaient en Île-de-France, là où on a eu 33%, donc on a une évolution plutôt positive. Par contre, un réel recul en province. Donc voilà, c'est des premières tendances qu'il est intéressant d'observer. Et si on passe à la deuxième slide qui est sur depuis combien de temps les entreprises pratiquent le mécénat de compétences, c'est hyper intéressant aussi puisqu'on observe
que il y a plus de la moitié des entreprises mécènes de compétences qui font du mécénat de compétences depuis plus de 5 ans. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, on était à 29% d'entreprises mécènes qui en faisaient depuis plus de 5 ans. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a vraiment des entreprises qui sont matures sur le sujet, qui le font depuis plusieurs années, qui connaissent le mécénat de compétences et qui continuent à en faire. Parallèlement, on a un chiffre très faible d'entreprises qui se sont lancées dans le mécénat de compétences depuis 1 an ou moins, depuis moins d'1 an globalement, là où pareil il y a 2 ans on était à 32%. Donc il y a vraiment peu d'entreprises qui se sont lancées en 2020. Donc bien sûr, il y a eu la crise sanitaire. Donc une des hypothèses et une des interprétations, bien sûr, c'est que pendant cette année, il y a eu moins d'enjeux et moins d'entrain à se lancer dans le mécénat de compétences, et les compétences des collaborateurs ont plutôt été recentrées sur les missions de l'entreprise. Mais voilà, c'est quand même intéressant de le noter que celles qui se sont lancées il y a plus de 5 ans, en tout cas, continuent à le faire, et on a quand même une communauté d'entreprises engagées dans le mécénat de compétences qui continue une fois qu'ils sont lancés dans le dispositif. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises mécènes font du mécénat de compétences ? Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un parallèle entre externe et interne, enfin un parallèle. En tout cas, on a la dualité externe et interne. On a d'un côté des entreprises mécènes qui nous disent que elles le font notamment parce que ça permet une implantation territoriale, donc renforcer les liens avec les acteurs du territoire, donc le volet plutôt externe, mais avec aussi des raisons internes et notamment l'implication des collaborateurs dans les actions de mécénat de l'entreprise. Et là, on a vraiment aussi une dynamique et une tendance d'alignement et de cohérence de la stratégie de mécénat de compétences avec les stratégies de mécénat au global, en se disant voilà, mes collaborateurs, c'est aussi la force vive de mon entreprise. Si mon entreprise s'engage, il n'y a pas de raison que eux n'y participent pas et qu'ils ne prennent pas part aussi dans cette stratégie. Et c'est aussi redonner un peu du pouvoir aux collaborateurs et aux collaboratrices dans ces actions. Si on passe à la slide suivante, on parle en termes de jours de mécénat de compétences accordés aux collaborateurs et aux collaboratrices. Alors, ce qui est intéressant de noter sur cette slide, c'est que la quasi-totalité des entreprises accordent 5 jours ou moins à leurs collaborateurs et collaboratrices en mécénat de compétences. Ça fait à peu près 96%, et il y a 2 ans, on était à 85%. Donc, on a une certaine augmentation, et c'est une tendance qu'on observe aussi sur le terrain. Avant, il y a 5-10 ans, au début, on va dire, du mécénat de compétences, on avait des dispositifs qui étaient accessibles plutôt à une certaine typologie de collaborateurs, en fin de carrière, en milieu de carrière, à des hauts potentiels, ou alors à un cercle restreint de personnes qui s'engageaient déjà, qui étaient impliquées. Donc, on va dire que le mécénat de compétences était plutôt un dispositif qui était accessible à un petit nombre de collaborateurs, en tout cas. Aujourd'hui, on observe une tendance de plus en plus, et notamment dans les grandes entreprises, à une généralisation des dispositifs de mécénat de compétences, avec vraiment l'implémentation d'un dispositif qui permet à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de prendre 1, 2, 3, 4, 5 jours de mécénat de compétences par an. L'écueil de ça, et on l'observe du coup sur le graphique numéro 2, c'est que alors ces jours qui sont donnés aux salariés, ne sont pas forcément tous utilisés. On a seulement 36% des entreprises qui déclarent que leurs collaborateurs et collaboratrices utilisent tous les jours de mécénat de compétences. Pourquoi nous, ce qu'on observe sur le terrain, et ce que les entreprises nous disent, c'est que souvent c'est compliqué de faire connaître ces dispositifs en interne, donc il y a des difficultés à communiquer largement et à ce que tous les collaborateurs connaissent le dispositif du mécénat de compétences. Et puis on a aussi des freins qui existent notamment au niveau du management et du management intermédiaire. Si je suis un collaborateur ou une collaboratrice, du coup moi je serai une collaboratrice, et que mon manager est pas très convaincu par le mécénat de compétences, et ça peut potentiellement être compliqué de poser mes jours de mécénat de compétences. Donc voilà, on a principalement ces 2 freins qu'on observe en tout cas au niveau du terrain. Et alors après il y a quand même un point d'attention que je voulais donner, parce que si 100%
des jours étaient effectivement utilisés, ce serait sans doute inquiétant aussi, puisque on le rappelle, le mécénat de compétences, c'est un engagement qui doit être volontaire de la part des collaborateurs et des collaboratrices. Donc c'est normal qu'il y en ait qui ne veuillent pas en faire, et c'est normal qu'on ne soit pas à un taux de 100%. Et ce qu'on aime dire chez Pro Bono Lab, c'est que il faut pas que tout le monde s'engage, mais il faut que toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager puissent le faire dans de bonnes conditions. Au niveau des formats d'engagement qui sont le plus pratiqués, on a donc la journée, les journées solidaires qui ne mobilisent pas donc de compétences particulières, qui sont globalement du coup les formats les plus pratiqués par les entreprises. Et je vais peut-être donner là une info que j'aurais dû donner peut-être dès le départ, mais mieux vaut tard que jamais. On a quand même un échantillon ici qui est assez faible sur le mécénat de compétences. On a 33 entreprises répondantes, vu qu'on a un échantillon au global qui est représentatif. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous donner aussi des données d'observation du terrain. Ça nous donne des tendances qui sont intéressantes à confronter avec ce qui se passe sur le terrain. Et en confrontant le dé, on observe certaines choses. Donc là, une tendance à avoir des journées de solidarité qui sont plus usitées par les mécènes de compétences. Par rapport à 2019 et par rapport à il y a 2 ans, on a aussi une tendance à la baisse des formats de mécénat de compétences d'une journée à plusieurs semaines qui mobilisent les compétences professionnelles. Donc la deuxième ligne qui passe de 56% il y a 2 ans à 41% cette année. C'est pas si surprenant pour nous quand on y réfléchit, parce qu'en fait les journées de solidarité, ce sont des formats qui sont souvent plus réplicables, qui répondent à des besoins récurrents d'associations et où on peut mobiliser souvent pas mal de collaborateurs. Là où les missions de mécénat de compétences, elles peuvent répondre à des besoins des fois plus ponctuels, des compétences plus précises sont nécessaires, et elles mobilisent des fois moins de collaborateurs. Donc dans cette tendance qu'on observe aussi, alors on n'a pas mis la slide parce qu'il a fallu faire des choix pour pas que je vous parle pendant 30 minutes. Donc on n'a pas mis la slide du nombre de collaborateurs engagés, mais ce qu'on observe, c'est que s'il y a moins d'entreprises qui engagent leurs collaborateurs a priori qu'il y a 2 ans, les entreprises qui engagent leurs collaborateurs et collaboratrices, a priori, en engagent plus. Donc, on est sur des tendances où il y a de plus en plus de collaborateurs engagés au sein des entreprises. Et du coup, pour engager plus ces salariés, des fois, il faut aller peut-être vers des formats qui sont plus faciles à organiser, qui peuvent en engager plus aussi. Donc, voilà, c'est une observation et qui n'est pas forcément si surprenante que ça. Et puis, je ferai aussi un petit commentaire sur le congé de solidarité, avec un clin d'œil à Planète Urgence qui a lancé il y a quelques semaines un manifeste pour développer le congé de solidarité, et on voit que par rapport à il y a 2 ans, il a bien évolué, puisque on était à 11% il y a 2 ans, et là il y a 20% des entreprises mécènes qui nous déclarent faire des congés de solidarité. Donc voilà, c'est des tendances encore une fois, mais c'est intéressant à noter. Et alors, pour terminer, on a la notion de défiscalisation. Les chiffres de la défiscalisation, ils sont en accord avec ceux de la maturité des programmes de mécénat de compétences dans les entreprises, si je puis dire, puisque on voit qu'on a 56% qui défiscalisent les actions de mécénat de compétences, là où il y a 2 ans, elles étaient 40% à dire qu'elles défiscalisaient. Donc on a plus d'entreprises qui défiscalisent, et on peut assez facilement l'interpréter en se disant qu'on a des entreprises qui le font depuis plus longtemps, donc qui sont de plus en plus professionnelles sur le sujet. On a aussi des entreprises qui engagent plus de collaborateurs et de collaboratrices. Donc peut-être qu'il y a un enjeu un peu plus grand à aller défiscaliser ces programmes de mécénat de compétences, tout en gardant en tête qu'on a quand même 17% qui nous disent les défiscaliser totalement. Donc c'est quand même pas énorme, et on observe qu'il y a quand même une grande majorité des entreprises qui ne défiscalisent pas, ou pas totalement, en tout cas leurs engagements en mécénat de compétences. Sur la suite et la projection, qu'est-ce qui permettrait de développer le mécénat de compétences dans les années à venir, puisqu'on voit que c'est un enjeu, notamment pour 25% des entreprises mécènes. Là, les entreprises qui sont déjà mécènes de compétences, elles nous disent en tout cas que
le meilleur moyen de continuer à développer leurs actions, ce serait une augmentation des moyens humains et financiers, ce qui est en augmentation aussi cette raison par rapport à il y a 2 ans, parce que ça prend du temps et ça coûte de l'argent aussi d'engager ses collaborateurs. Ça s'organise, ça nécessite une certaine organisation derrière, et c'est intéressant aussi de le lier à la professionnalisation des structures en se disant que voilà, elles se rendent compte aussi et elles savent que ça prend du temps, ça demande de l'argent d'engager les collaborateurs. Et c'est intéressant aussi, je voulais noter le deuxième motif qui est avoir plus de demandes de la part des collaborateurs, puisqu'on voit du coup que l'enjeu via le mécénat de compétences, c'est aussi de répondre à des attentes des collaborateurs et des collaboratrices. Et du coup, si on fait peut-être connaître d'autant plus le dispositif du mécénat de compétences aux citoyens, aux citoyennes, peut-être que eux iront aussi pousser au sein de leurs entreprises pour le développer d'autant plus. J'en terminerai là pour les chiffres. En termes de conclusion, on observe donc au global une certaine baisse du nombre d'entreprises qui font du mécénat de compétences parmi les entreprises mécènes. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est qu'on observe surtout une transformation avec des grandes entreprises qui se professionnalisent, qui continuent et qui déploient leur programme de mécénat de compétences. Et un très fort enjeu dans les années à venir à aller rechercher les PME, les ETI, les plus petites entreprises pour qu'elles puissent expérimenter le mécénat de compétences et qu'elles aussi puissent se lancer. Et puis, pour terminer sur une note d'optimisme, on a quand même 25% des entreprises qui nous disent que, des entreprises mécènes qui nous disent que le mécénat de compétences, c'est une des priorités des années à venir. Donc, je vous propose de nous donner rendez-vous dans 2 ans pour le prochain baromètre pour voir ce que ça nous dit au niveau des chiffres. Merci. Merci. Merci Elsa. Sans tarder, je vous invite Flora et Léa, s'il vous plaît, pour nous restituer les enseignements sur le focus culture. Pardon. Peut-être avant de commencer, je voulais aussi faire un remerciement particulier à Admical et à l'IFOP, parce qu'on est vraiment ravis de ce partenariat en fait sur le baromètre qu'on suit depuis je pense maintenant une 10aine d'années, et qui nous permet en fait d'aller, vraiment de creuser aussi des tendances et de comparer aussi avec nos ressentis sur le terrain. Et ce qu'a mentionné Elsa, qui sont pas tout à fait, transparentes en fait dans les chiffres, et du coup ça permet de réfléchir et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler ensemble. Merci. Alors donc tout de suite pour commencer, on revient sur ce chiffre dont on a parlé tout à l'heure, mais donc 37% des entreprises mécènes sont mécènes de la culture. C'est une progression de 11 points par rapport à la précédente édition du baromètre. Et si on regarde le détail, on voit que c'est plutôt les grandes entreprises qui sont plus fréquemment mécènes de la culture, puisque 50% des grandes entreprises mécènes sont mécènes culturelles. Et on a aussi un gap entre l'Île-de-France et la province avec des entreprises mécènes plus fréquemment mécènes culturelles plus fréquemment en province. Oui, je vais commenter aussi sur cette slide parce que on est ravis nous de constater que finalement en fait les mécènes culturels sont de plus en plus nombreux, même en nombre, et mettent de plus en plus d'argent, puisqu'on l'a vu aussi en budget, ça évolue à la hausse. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on a vécu quand même une période compliquée en 2019 avec la crise de la Covid. Et alors au niveau nous du ministère, on avait fait une analyse, alors juste sur les opérateurs sous tutelle du ministère. Il y avait quand même eu un impact de moins 30% sur les rentrées mécénat. Donc là, nous on le lit un peu aussi comme une sorte de remontée, et ce serait intéressant de voir en fait dans les années futures comment ça évolue de ce point de vue-là. Et après peut-être sur le découpage, le fait que il y a une grosse capacité, on voit de mécènes culturels chez les ETI notamment, les grandes c'est assez traditionnel, mais ce qui du coup se corrèle bien, puisqu'on voit que sur la province en fait c'est 44% des mécènes en fait en province en région qui pratiquent du mécénat culturel. Et donc je pense que c'est aussi lié avec les ETI qui ont une forte implantation en fait sur les territoires. Alors ensuite, on a cherché à détailler finalement les domaines de mécénat culturel qui étaient investis, les grandes actions qui étaient investies.
ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux actions qui sont privilégiées, c'est la diffusion et la transmission des œuvres. Et non seulement c'est les deux qui sont privilégiées, mais en plus elles sont en progression, plus 10 points, plus 13 points par rapport à la précédente édition. Donc on a une dynamique qui favorise aujourd'hui vraiment la diffusion et la transmission des œuvres culturelles. Ouais, peut-être prendre la parole pour rappeler aussi que pour que les œuvres soient diffusées, encore faut-il qu'elles existent. Et donc ce serait bien aussi de peut-être encourager les mécènes aussi à développer la création. C'est vrai que c'est peut-être moins glamour, mais les artistes ont besoin de salles de répétition par moment, ou d'aide aussi pour monter leur spectacle, ou alors sur la fabrique, les œuvres. Et donc du coup peut-être ce mot-là pour rappeler ça aussi. Alors ensuite, on a étudié les sous-domaines investis par nos mécènes culturels. Donc vous le voyez, on l'a à la fois en proportion et puis aussi en budget. C'est ce que vous voyez à droite de l'écran. Mais la hiérarchie est plutôt la même pour le coup. On voit vraiment que si on doit faire un top 3 des sous-domaines qui sont investis, on a en premier lieu le spectacle vivant, la musique et ensuite le patrimoine matériel, c'est-à-dire monuments, objets d'art, de collection, parquet, jardin. Ouais, je sais pas de... Donc comme on l'a fait dans la partie principale du baromètre, on a aussi interrogé sur les motivations du choix du mécénat culturel plutôt qu'un autre domaine de mécénat. Donc là encore, on retrouve le goût personnel du dirigeant ou l'histoire de l'entreprise. Et bien évidemment, on se l'est dit tout à l'heure, mais c'est une tradition, c'est un héritage que précédemment, c'était vraiment le dirigeant qui pouvait choisir le domaine dans lequel il investissait. Et quand bien même on aurait des dynamiques qui évoluent aujourd'hui, cet héritage, il s'efface pas du jour au lendemain, puisque les entreprises désinvestissent pas non plus des domaines dans lesquels elles sont mécènes du jour au lendemain. Donc c'est des évolutions qui prennent du temps. En tout cas, ce qui vient ensuite, c'est notamment participer à l'attractivité du territoire en soutenant la vie culturelle. Et on retrouve aussi en troisième place le fait de forger, d'optimiser l'image et les valeurs de l'entreprise. Oui, c'est vrai que le goût personnel du dirigeant, c'est un peu ce qu'on appelait classiquement quand on disait le mécénat culturel, c'est un peu la danseuse du patron, ce qui est quand même de moins en moins vrai, notamment chez les grandes entreprises qui développent de plus en plus une forme de collégialité en fait dans la décision, mais qui peut se retrouver en effet sur pas mal de petites et moyennes entreprises où là ça va peut-être être la décision du chef d'entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement en fait, c'est ce point en fait sur le territoire, dire que c'est vraiment un levier de mécénat à l'heure actuelle, et nous on le constate au quotidien quand on rencontre tous ces chefs d'entreprise en fait en région dont le degré d'engagement est total. Et c'est intéressant aussi de le corréler avec les slides qu'on a vus au tout début sur le nombre des entreprises mécènes, parce que quand on suit l'évolution en fait, il faut se rendre compte qu'avant 2003 il y avait moins de 2000 entreprises mécènes. Aujourd'hui elles sont près de 100 000, donc principalement en fait sur les territoires. Et peut-être rajouter dire que modestement en fait le ministère a essayé de contribuer aussi à ça depuis 2005 via son réseau de correspondants mécénat qui agit sur les territoires au quotidien, et d'ailleurs j'en profite pour saluer leur travail. Et donc en diffusant aussi la législation pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de mécènes et d'acteurs, et en diffusant aussi les bonnes pratiques. Et dire que et en ce moment on essaye aussi d'encourager ce qu'on appelle nous le développement de pôles mécénat en région pour aider tous ces acteurs-là à s'engager, à soutenir leur territoire par le mécénat. Alors ensuite, on va parler contrepartie. Donc on a finalement, on constate qu'on a moins d'entreprises qui utilisent on a plus d'entreprises qui utilisent leur contrepartie. Donc on en a à peu près un peu plus de la moitié qui les utilisent, que ce soit partiellement ou totalement. Et c'est une progression par rapport à la précédente édition du baromètre. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qui bénéficie de ces contreparties. Donc là, c'est ce que vous voyez à droite de l'écran. Principalement, on en fait bénéficier les collaborateurs.
Ensuite, on en fait bénéficier les clients et les partenaires. Et puis, il y a des pratiques qui sont plus minoritaires, mais que Léa abordera. Un point simplement sur le fait d'en faire bénéficier les collaborateurs. Je voudrais revenir sur un point. Bon, déjà, nous on s'est dit qu'il y avait une solution un petit peu aussi de facilité de transmettre les contreparties directement aux collaborateurs. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais il y a un autre point, je pense, qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on est dans un contexte de forte tension sur le recrutement, aussi sur l'attractivité, pour à la fois garder et recruter des collaborateurs. Et le fait que l'entreprise pratique le mécénat, c'est un élément qui joue dans la motivation des collaborateurs. Ça peut être un élément de rétention, ça peut être à offre égale un élément d'attractivité. Et donc le fait soit que les collaborateurs puissent participer au mécénat, donc par exemple via le mécénat de compétences, ou qu'ils puissent bénéficier des contreparties, ça peut être des éléments de rétention. Et donc c'est pas surprenant pour nous que ce soit l'item qui ressorte le plus fortement dans cette question. Oui, moi je voulais juste commenter le petit 11% parce que c'est quelque chose qu'on avait demandé en travaillant le questionnaire, qui venait d'un constat en fait de la pratique de certains mécènes en fait qui donnaient leur contrepartie à d'autres en fait de leurs partenaires eux-mêmes d'intérêt général. Alors pour vous donner des exemples en matière culturelle, c'est typiquement des mécènes qui vont utiliser leur mise à disposition d'espace pour demander à la structure en fait de pas faire une soirée relations institutionnelles, mais d'accueillir en fait soit des enfants malades d'un hôpital ou dans des zones d'éducation prioritaire, et de leur offrir une demi-journée en fait avec des médiateurs culturels du coup dans soit des sites patrimoniaux ou alors des musées ou autres. Et du coup on a tenu à le mesurer. Alors 11%, on est assez contents parce qu'on se dit que c'est quand même pas négligeable pour une contrepartie qui est complètement vertueuse là pour le coup, et ce sera intéressant de voir comment ce chiffre évolue par la suite sur les années d'après. Alors un petit point de détail encore sur les contreparties, plutôt le format des contreparties qui sont le plus utilisés. Donc les deux premières qui ressortent le plus fortement, c'est la visibilité sur des supports de communication et puis de la billetterie. Et un point qui est aussi intéressant à le souligner, vous verrez que cette question on l'a aussi posée aux mécènes du sport, vous le verrez dans le prochain focus, c'est le fait de savoir si les mécènes culturels mettaient aussi en place du sponsoring culturel. Eh bien oui, c'est le cas d'un tiers d'entre eux, 34%, et c'est même un chiffre qui est en progression par rapport à la précédente édition. Ouais. Alors moi je vais reprendre très rapidement une casquette de juriste, mais je rappelle bien que c'est la possibilité est offerte pour le mécène d'être aussi parrain culturel, mais évidemment pas sur le même projet, on est d'accord. Et dire que ce qui est intéressant c'est à la hausse. Alors moi je m'interroge, est-ce que c'est un effet direct de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés? C'est une hypothèse à voir. Mais merci à toutes les deux, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci Léa d'avoir aussi pris la parole sur ce focus culture. C'était plus que légitime et attendu de ta part. Et vraiment, merci à toutes les deux pour ce duo. Flora, je t'invite à rester pour enchaîner, et Léa à reprendre ta place. Merci beaucoup. Pour enchaîner sur le focus sport, et avant que de te céder la parole, je vous précise juste que le baromètre, il va être disponible en ligne dès cet après-midi. Donc pour celles et ceux qui font des screenshots là tout à l'heure, ça sera beaucoup plus lisible que vos screenshots. Flora, je t'en prie. Donc on aborde cette dernière partie qui est le focus à la fois auprès des mécènes du sport, mais vous allez voir qu'on a aussi interrogé des mécènes qui ne travaillent pas dans le domaine du sport, mais qui peuvent soutenir des activités physiques et sportives. Donc on sera en deux parties dans ce focus. Donc notre premier indicateur qui est désormais récurrent, la part d'entreprises mécènes du sport, c'est 46%. Vous vous souvenez, c'était le premier chiffre qu'on a abordé tout à l'heure. Donc près de la moitié des entreprises mécènes qui sont mécènes du sport. C'est tout de même un recul de 10 points par rapport à la précédente édition. On a une double interprétation. On se dit d'une part, et vous l'aviez vu, c'est principalement les PME qui sont mécènes du sport. On sait qu'elles ont été fragilisées par la crise sanitaire, et donc ce qui peut expliquer un recul
d'investissement de certaines, voilà, de leur part. Et puis dans les grandes entreprises, on n'exclut pas non plus en fait que certaines se soient réorientées vers le sponsoring sportif plutôt que le mécénat. Donc c'est nos deux pistes d'explication pour expliquer ce recul de 10 points. Alors ensuite, dans le type de structures qui sont soutenues, c'est principalement des associations sportives locales. Donc on est vraiment sur voilà, sur quelque chose de, encore une fois, une action très locale. Et c'est sans surprise puisque on l'a déjà dit, c'est les PME qui sont le plus investis dans le mécénat sportif, donc un rayonnement qui est plutôt local. Et puis quand on regarde dans les domaines investis, alors on en a toute une liste, hein, mais les deux premiers qui ressortent, c'est la promotion du sport comme vecteur de lien social pour favoriser le vivre ensemble, et puis la promotion du sport comme vecteur d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes ou pour les personnes en situation d'exclusion sociale. Donc finalement, le mécénat du sport, c'est quelque chose qui est avant tout utilisé dans un but, on va dire, sociétal, caractère sociétal de ces actions. Et si on regarde un type de projets sportifs qui sont soutenus, c'est très cohérent à ce qu'on a vu précédemment, puisque c'est avant tout des clubs amateurs qui sont soutenus. Et on a aussi des événements sportifs de proximité. Donc là encore, on est plutôt dans des actions locales. On a aussi posé la question des contreparties et on a une majorité d'entreprises là qui nous disent ne pas utiliser de contrepartie, mais si elles le font, elles en font bénéficier les collaborateurs. C'est la deuxième réponse qu'on reçoit. Donc ce qui correspond encore à ce qu'on s'est dit tout à l'heure de aussi faire bénéficier l'interne de la démarche de mécénat. On a aussi posé une question de prospective, donc sur l'avenir du budget mécénat dédié au sport dans l'entreprise, et on retrouve cet optimisme qu'on a vu de manière globale auprès de l'ensemble de nos mécènes. On a 15% des mécènes du sport qui pensent voir augmenter leur budget mécénat. Une très grande majorité pense que le budget va rester stable, et on en a vraiment une toute petite minorité qui pense que leur budget va diminuer, voire être supprimé, mais on est sur 4%, donc on est vraiment sur une proportion assez faible. Et donc on a essayé là encore de voir s'il y avait une porosité entre mécénat et sponsoring sportif, et en effet, et on retrouve à peu près les mêmes proportions que pour le mécénat culturel. On a 35% des mécènes sportifs qui sont également sponsors sportifs. C'est un recul de 2 points, donc là on est plutôt sur une stabilité, hein, à ce niveau-là, on est plutôt sur l'épaisseur du trait dans cette proportion. Et donc, comme je vous le disais, on s'est adressé aux mécènes du sport, mais pas que. On a aussi interrogé les entreprises qui font du mécénat social dans la santé ou l'éducation, mais pas dans le domaine sportif. Et ces entreprises mécènes-là, on leur a demandé si, dans les projets qu'elles soutenaient, il y avait des activités sportives ou physiques. Et c'est le cas de 41%. D'entre elles. Donc c'est même une progression de 15 points par rapport à la précédente édition du baromètre. Ce qui nous a intéressé dans ces activités, c'est d'en connaître aussi les bénéfices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une série qui est citée, et on a ce qui arrive en premier lieu, ça va être tous les bénéfices liés à la santé physique, alors que ce soit physique ou psychologique d'ailleurs, puisque finalement le thème qui est le plus cité, c'est les activités physiques et sportives favorisent le bien-être psychologique. Ensuite améliore la condition physique, et puis on a aussi des bénéfices sociaux qui sont cités, donc l'insertion sociale, le lien intergénérationnel. Donc on retrouve à la fois ce qu'on s'est dit de la vocation un petit peu sociétale des activités physiques, et puis je pense que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est finalement cette recherche de valoriser, de favoriser le bien-être psychologique. Ça, on le met vraiment en lien avec la crise sanitaire et cette prise de conscience que non seulement on a été mis en danger physiquement par la pandémie, mais qu'il y a eu des conséquences psychologiques très fortes pour beaucoup de personnes et beaucoup de populations, avec de l'isolement.
et donc qui a conduit à un mal-être psychologique. Donc cette recherche de bien-être psychologique, c'est vraiment le pendant des conséquences de la crise sanitaire. Alors, on a aussi demandé, donc toujours auprès de ces entreprises qui font du mécénat, mais pas dans le domaine sportif, les raisons pour lesquelles l'entreprise souhaitait privilégier d'autres domaines que le sport. Et finalement, la première réponse qui nous est donnée et qui est en plus en progression, c'est le fait que le sport n'a pas de lien avec l'activité de l'entreprise. Donc on retrouve cette recherche de légitimité dans les actions menées. Et donc quand le sport n'a pas de lien avec l'activité de l'entreprise, ça peut être un frein pour les entreprises de développer le mécénat dans ce domaine. Je crois que c'est peut-être notre dernière slide. Tout à fait. Merci Flora. Je crois qu'on peut t'applaudir encore. T'es sur scène quand même sur une très grosse partie de la restitution de ce baromètre national. Quelle performance sportive. Daniel, de nouveau, je vais te donner la parole. On va parler là de la déclinaison du baromètre en région. Alors, le Rennais que je suis a entendu tout à l'heure les provinces, on parle de territoire, on parle de région, nos territoires, qui sont une cible de choix pour Admical parce que le potentiel de déploiement du mécénat, il est dans nos territoires, dans l'Hexagone, et notamment auprès des entreprises de taille intermédiaire. Daniel, merci de nous dévoiler un petit peu les conclusions sur le sujet des territoires et de cette tendance du mécénat d'entreprise. Merci. Eh bien oui, reprenons les données fiscales, donc cette fois analysées par région, donc avec une belle carte de France. Alors on a pris les grandes régions, faut être à la mode, et donc on a fait un peu le top. Mais alors moi, je me méfie beaucoup de ce côté un peu palmarès des chansons. Donc on n'est pas là pour juger le meilleur, de dire les Pays de Loire ils sont meilleurs que les autres. Non, ces données reflètent la réalité de l'économie des territoires, et il faudrait qu'on puisse approfondir la typologie des entreprises par les territoires. Donc il ne s'agit pas de dire que les Pays de Loire sont les plus généreux que les autres. En tout cas, on constate que les Pays de Loire, c'est la région dans laquelle les entreprises déduisent le plus de dons, presque 9%, alors que la moyenne nationale n'est que de 4,6 en 2020. Donc c'est très bien. Et ensuite, on a une grande partie des régions qui se situent entre 6 et 5%, puis quelques-unes qui sont en bas. Voilà. Donc, il faut que je fasse très vite, comme d'habitude. Et donc, on va regarder maintenant donc ce que ça représente en termes de poids, en pourcentage. Donc, on voit que la région Île-de-France, et ça surprendra personne, elle est hyper dominante, surtout dans le montant des dons, qui est 56,7% du montant du mécénat en France est déduit par des entreprises franciliennes. Alors, quand on est en nombre d'entreprises, c'est un petit peu plus équilibré puisque l'Île-de-France ne représente que 18,5% des entreprises d'Île-de-France par rapport au total de la France. Donc il y a une propension, on voit que c'est aussi tiré par les grandes entreprises. C'est pas étonnant que derrière ça soit la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on sait bien que là, beaucoup des grandes entreprises ont leur siège soit en Île-de-France, soit dans la région Rhône-Alpes, et beaucoup moins dans d'autres régions. Voilà. La suivante. Donc, si on parle en moyenne, bon alors évidemment les moyennes, comme vous savez, ça veut rien dire. Un pied dans l'eau chaude, un pied dans l'eau froide. En moyenne, on est bien. Donc 67 000 € à peu près de dons moyens. Quand on parle de dons, bien sûr, c'est l'ensemble des contributions de l'entreprise pour l'Île-de-France et 8 000 seulement pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, donc c'est là aussi ça traduit simplement la réalité économique des entreprises. Alors si on regarde les évolutions, ça pourrait être plus intéressant. On voit que globalement quand même les chiffres, les tendances se répercutent d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de courbes qui se croisent dans des régions par rapport aux autres régions. Donc là on est en nombre d'entreprises et on passe à la slide suivante pour être très vite. Alors là encore, voilà, sur
vraiment représentation de l'Île-de-France dans le montant des dons. Et on s'aperçoit qu'on a une chute. Alors c'est la donnée la plus intéressante, c'est la chute importante qui existe en 2019 sur la région Hauts-de-France. Et là encore, pourquoi? Eh bien, on s'aperçoit que ces deux entreprises qui donnaient des sommes très importantes, pouf, qui arrivent en fin de cycle, sans doute de leur projet de mécénat, et deux entreprises ont un impact déterminant sur la courbe de la région en termes de montant. Hein. Donc là encore, regardons les choses de manière extrêmement fine sur les données micro pour être encore plus pertinent. Et ben voilà, j'ai fait le tour en 5 minutes, j'espère. Daniel, tu m'as pris de court. Est-ce que je peux revenir? Non, mais... Merci beaucoup. Là, on a un temps de questions-réponses. On vous a quand même donné beaucoup de data. Hein. On comprend que c'est un petit peu lourd à la digestion, mais je suis sûr qu'il y a des questions. On va en prendre une première, je pense, en ligne. Est-ce que Julie, tu peux nous en... Vas-y, je t'en prie. Merci Mathieu. Oui, bonjour à toutes et à tous, Julie Bourdel. Donc on a une question en ligne. Bonjour à tous, avec le changement climatique, aucun engouement n'a été constaté pour le mécénat dans le secteur de la préservation de l'environnement. C'est Solène qui nous pose cette question, donc la question c'est pourquoi? Et vaste question, je vais essayer d'y répondre, mais de façon très succincte. C'est compliqué d'analyser, c'est vrai, la relative faible importance de l'action de mécénat sur les sujets environnementaux dans la période que l'on connaît. Un des facteurs d'explication est sans doute que plus qu'à travers le mécénat, c'est à travers les stratégies de RSE aussi que les actions sur la préservation, l'atténuation, la prévention des risques sur l'environnement se traduisent dans l'action au quotidien des entreprises. Je pense que c'est un des éléments majeurs qui permet d'expliquer le fait que le mécénat, pour le coup, sur cette dimension, est assez peu significatif. En tout cas, on ne constate surtout pas un boom que l'on aurait pu intuitivement attendre. Je propose qu'il y ait une question dans la salle maintenant. Oui, est-ce que vous pouvez passer le micro? Est-ce que vous pouvez vous présenter et oui. Puis Alors, je suis Agathe Leblay, directrice générale de Pro Bono Lab. Une question sur la frontière de plus en plus poreuse qu'on observe entre mécénat et RSE. Dans les grandes entreprises ou pas forcément que les grandes entreprises. Et on parle d'un mécénat qui est censé être désintéressé. Donc, est-ce qu'on doit être interpellé par ça ou pas? Est-ce qu'on en parle? Vous, chez Admical, comment vous voyez les choses? En tout cas, voilà, je note ça et je me demande comment on peut l'observer. Merci de cette question qui n'est pas téléguidée, mais qui m'amène à évoquer le fait que effectivement l'articulation entre la RSE et le mécénat, c'est un levier de déploiement. Ça se voit, ça se mesure, on le voit hein, dans les motivations à l'action mécénale. Il y a aussi un alignement avec la stratégie de RSE. Ça présente des points de complexité. Il faut y aller avec précaution. Ça nous met au devant de risques juridiques, sociétaux, réputationnels nouveaux. Le désintéressement qui caractérise le mécénat peut entrer en conflit avec l'utilitarisme de certaines actions qui pourraient traduire notamment une action qui consiste à prévenir un risque social ou environnemental, nous rapproche très fortement, par exemple, des exigences de la loi sur le devoir de vigilance. Donc ce sont autant de porosités dans le périmètre sur lequel il convient vraiment de s'appesantir. Et je peux vous le préciser, Admical, et j'avoue avoir une casquette RSE très forte depuis ces 10 dernières années, et j'entends que Admical se positionne sur le sujet. Et dans les prochains mois, on va y consacrer beaucoup de travaux de nature juridique, avec notamment un dossier spécial dans une revue de référence en droit des affaires qui sera consacré en juin-juillet prochain. RSE, mécénat, la grande confusion. Eh bien, l'idée, c'est de éclaircir un petit peu ces zones de porosité. Je propose qu'on prenne une autre question en ligne, peut-être. oui, merci Yann. On a une question sur le mécénat de compétences. Quels sont les freins au développement du mécénat de compétences dans les entreprises, nous demande Pascal. Donc c'est peut-être une question pour Elsa. Oui, peut-être, hein, pour Pro Bono Lab. Elsa, je t'en prie. Ouais, je reste ici ou faut que je... Non, tu peux venir me rejoindre, c'est l'occasion. Comme ça, les participants en ligne te verront. Ouais.
Alors, les freins de développement du mécénat de compétences dans les entreprises, ils sont assez différents en fonction des entreprises desquelles on parle. Quand on parle des ETI et des PME, des plus petites entreprises, il y a tout simplement un frein qui est la connaissance du dispositif. Quand on va dans les territoires et qu'on pose la question et qu'on parle du mécénat de compétences, on nous répond souvent quoi ? Et quand on nous répond oui, je connais, c'est souvent mais c'est pas que pour les grandes entreprises. Donc il y a c'est un des freins principaux quand on parle des entreprises de taille intermédiaire ou de plus petite taille. Et puis pour mentionner peut-être un autre frein pour les grandes entreprises aussi et pour les entreprises en général, c'est que mine de rien ça prend aussi du temps. Et c'est un investissement aussi que de faire du mécénat de compétences et c'est des choses qui se réfléchissent et voilà, au-delà du fait de connaître, quand on connaît, il faut aussi du temps pour s'y intéresser et c'est pas en fait si simple que ça de se lancer dans le mécénat de compétences. On nous dit souvent je connais mais je sais pas trop par où commencer, comment est-ce que je peux contacter des assos, comment est-ce que je peux mettre en place une convention, pas de convention. Donc voilà, il y a plein de questions autour de ces sujets et on a d'ailleurs une formation avec Anne Miquel autour du mécénat de compétences et des premiers pas. Donc si ça intéresse certaines entreprises qui nous écoutent, je le mets sur la table, mais en tout cas voilà, peut-être pour en dire deux, il y aurait la méconnaissance des dispositifs et la difficulté à comprendre et à savoir par où se lancer et comment le faire. Merci Elsa pour cette réponse très claire. J'ajouterais peut-être un point, c'est que c'est un sujet d'ailleurs de plaidoyer, dans le cadre de l'action de représentation d'intérêt d'Anne Miquel. Tout récemment, nous étions au cabinet du ministre Dussopt au travail pour évoquer une problématique, la technique, qui est liée à un frottement entre des dispositions du Code du travail et les dispositions qui concernent le mécénat d'entreprise, qui est un petit facteur d'insécurité juridique que l'on a signalé au ministère du Travail. Et en ce moment, on fait un gros travail de sensibilisation et de pédagogie sur cette problématique, afin qu'elle soit réglée au plus vite. Je propose une question dans la salle, peut-être. Oui, je vous en prie. Bonjour, Julie Monfray, donc de la Fondation Nexity. J'avais une question qui concernait plutôt la méthodologie de l'enquête. De plus en plus de projets de mécénat recouvrent plusieurs thèmes. Donc, ça a été évoqué notamment sur la thématique sportive. On va avoir l'insertion par le sport ou l'insertion par la culture, par exemple. Et un certain nombre d'entreprises, dont la mienne, on va les classer véritablement sur la partie éducation, puisque la culture ou le sport est uniquement un levier. Donc même si on a vu dans les réponses que ça a été pris en compte, mais j'aimerais bien comprendre en fait comment ça a été comptabilisé justement, puisque cette baisse du sport pourrait être par exemple expliqué par ça, et quel est l'impact des politiques publiques aussi, parce qu'aujourd'hui on a Paris 2024, si on reprend l'exemple du sport, on a un gouvernement qui pousse les entreprises à aller vers des actions de mécénat non plus sportifs, mais justement d'héritage finalement après les JO, donc d'insertion, d'éducation, et donc voilà, c'est quoi l'impact des politiques publiques justement sur les actions de mécénat des entreprises? Merci de cette question complète. Je vais peut-être inviter Flora à nous rejoindre pour apporter des éclairages et vous indiquer incidemment que Anne Miquel vient de produire pour le ministère des Sports, justement, dans la perspective des JO, un leaflet, pour ce franglais, mais un document de pédagogie sur le mécénat d'entreprise et le sport, afin d'inciter de plus en plus d'entreprises dans notre pays à en faire encore du mécénat sur cette filière thématique. Flora, je t'invite à évoquer les points de méthodologie notamment. Oui, alors sur la partie méthodologie de la question, donc on est sur une enquête déclarative, c'est-à-dire qu'on a vraiment proposé une liste de domaines d'intervention aux entreprises. Donc les répondants se sont positionnés vraiment, c'est eux qui ont labellisé leurs actions en disant ça c'est du sport, ça c'est de la culture, etc. Donc c'est vraiment comment les mécènes considèrent, à quel domaine ils considèrent que leurs actions appartiennent. Mais en effet, et on l'a vu à travers la dernière partie qu'on a abordée, notamment avec les activités physiques et sportives, que finalement on peut mettre plusieurs étiquettes sur une même action. Donc en effet, l'évolution du mécénat sportif, il peut être aussi dû à un changement d'étiquette de certaines activités. Après, puisqu'on est sur une évolution de 10 points, je pense que c'est pas uniquement un changement d'étiquette, qu'il y a des changements plus profonds à l'œuvre, mais en tout cas, en effet, d'un point de vue méthodologique, c'est vraiment
le mécène qui répond, qui va labelliser lui-même ses actions. Merci Flora. Je propose de prendre peut-être une dernière question en ligne et puis ensuite une autre question dans la salle. Julie, oui, tout à fait. Alors une dernière question donc sur la culture. Est-ce qu'on peut développer l'action mise en place par le ministère de la Culture pour développer les pôles mécénat en région? C'est Céline qui nous pose la question, donc peut-être une question pour Léa. Je pense. Léa, Morgan, et peut-être qui voudrait compléter. Bien sûr, je vous invite tous les deux. Tenez. Oui, un micro mobile. Stéphane Martinez. Présentez-vous s'il vous plaît, merci. Moi, Léa Morgan et Stéphane Martinez, chef d'entreprise engagé en région Pays de la Loire, qui se gargarisera d'être là. et du pôle mécénat régional. Et du pôle mécénat régional, ouais. Alors moi, je vais être très très brève sur le fonctionnement, mais en fait, c'est pour peut-être être en pédagogie sur l'idée. En fait, le ministère s'était dit le mécénat, c'est un dispositif fiscal peut-être un peu complexe, surtout à appréhender pour des chefs d'entreprise en région et des acteurs locaux. Et donc du coup, il a mis en place dès 2005 un réseau de correspondants mécénat, notamment au sein des professions réglementées, avocats, notaires, experts comptables, en se disant que c'était quand même les plus à même en fait d'expliquer le mieux. Et en plus, c'est ceux dont, quand on est donateur, qu'on soit entreprise ou donateur particulier, on est toujours en contact soit avec un notaire, un avocat ou un expert comptable. Donc c'était un peu l'objectif. Et puis dans les années, en fait, le territoire, en fait, c'est des initiatives du territoire. En fait, ces acteurs-là, en fait, se sont regroupés avec nos correspondants aussi en DRAC en région et ont eu l'idée, en fait, de monter des sortes de pôles, en fait, ressources destinés à faire le lien, en fait, du très très pré-conseil, de faire le lien, en fait, entre les différents acteurs et de faire aussi de l'évaluation de ce qui se passait en région. Et de là sont nés les pôles mécénats régionaux, dont Pays de la Loire. Et je te laisse compléter sur la suite. Oui. Bonjour à tous. Ces pôles, il se trouve qu'en Pays de la Loire, les chiffres sont pas mauvais parce que depuis 2005, tous les acteurs du mécénat, les signataires des conventions avec le ministère de la Culture ont œuvré ensemble et on l'a structuré avec un pôle en 2014. Et on est aussi une région qui n'a pas bougé au niveau de son périmètre depuis, avec les nouvelles lois une nouvelle répartition, et ça aide quand même pas mal. Et donc ces pôles sont là justement pour faire que par les bonnes pratiques. Bon, moi j'étais correspondant CCI en 2005, je connaissais pas le mécénat. Moi j'étais sportif, entreprise sportive, sponsoring je connaissais pas le mécénat, j'en faisais sans le savoir. Et donc on a œuvré là-dessus, on a créé chez nous Mécéné-Loire, je sais pas si vous connaissez, donc c'est une fondation que j'ai présidée pendant 12 ans, et on a un peu inventé un mécénat collectif et territorial, même si c'est pas un statut, la fondation territoriale. Et sur ces bases-là, avec une CCI à côté de chez nous, Nantes-Saint-Nazaire, qui est très gros, avec des sièges sociaux, qui travaille plus sur des grosses manifestations, on a œuvré ensemble et essayé de participer et montrer des bonnes pratiques. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est retrouvé en 2014 sur ce pôle, dont les grosses actions sont aussi d'organiser. Alors, on organise régulièrement des rencontres régionales du mécénat avec plus de 400 personnes, souvent des entreprises, et on en a fait le 28 juin là sur Nantes. Voilà. Et depuis, la difficulté, c'est pas depuis, c'est de faire la même chose sur les territoires, notamment lorsqu'on a ces nouvelles régions où les gens ne se parlent pas encore partout. Quand vous arrivez en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes à Bayonne et vous remontez jusqu'à Bressuire, enfin au-dessus de Niort, c'est très compliqué et à mon avis le mariage c'est pas encore vraiment fait. Et donc le ministère m'a demandé l'année dernière de les aider à développer en territoire ces pôles mécénat à raison de 3 par an. Et pour faire que, sur l'exemple des Pays de la Loire, je m'excuse de le redire, mais d'essayer, mais en gardant les particularités de chaque région, puisqu'il y en a beaucoup, d'essayer de faire que ces pôles se développent et être des centres de ressources sur ces territoires, en essayant aussi de nouveaux partenariats avec Amical chez nous, le Centre français des formations quand il faut, enfin voilà, tous ces acteurs du mécénat qui doivent le faire. Et le pôle Pays de la Loire va recruter son premier chargé de mission ou secrétaire général, je sais pas comment ce sera l'année prochaine, puisque voilà, on a aussi participer à ces travaux de développement des pôles et comme laboratoire on sera encore des cobayes pour voir ce que pourra être fait ces prochains pôles en les structurant et les professionnalisant, parce que actuellement ils ne reposent que sur les bénévoles que nous sommes, des chefs d'entreprise déjà beaucoup occupés sur nos territoires. Voilà, et qu'on exploite. Oui, voilà, je sais pas si j'ai été clair. Merci beaucoup. Alors, Stéphane. C'est vrai que les questions en ligne
le taux de satisfaction des réponses, on l'a plus difficilement. On prend 2 dernières questions. Monsieur, et ensuite Madame. Merci Justine. Merci. Albin Godert, je suis responsable du pôle entreprise au sein de l'association pour rayonnement l'Opéra de Paris. Ma question, on a vu dans l'étude que les entreprises étaient plutôt optimistes quant au maintien, voire à l'augmentation de leur budget mécénat. Mais est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a une véritable aussi sanctuarisation de ces budgets, parce qu'on n'est jamais à l'abri de tensions géopolitiques internationales majeures qui iraient en s'aggravant, d'une nouvelle crise financière, enfin ce genre de choses. Donc est-ce que là on est sur une préservation à paysage économique, géopolitique constant, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de sanctuariser ces budgets, quoi qu'il en coûte, on va dire, en fonction des événements futurs? Merci. Compliqué de répondre à cette question, puisque là on est vraiment à l'intérieur de la prise de décision d'acteurs économiques qui sont évidemment au milieu d'orages géopolitiques, économiques. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que la crise sanitaire manifestement n'a pas empêché une continuation. En tout cas, on n'a pas vu justement une chute brutale, ce qui montre que même devant cette adversité, les entreprises ont contribué et continué de contribuer. Et donc on peut considérer que l'état d'esprit est un peu à l'aune de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, dans une année 2022 qui, elle, connaît des tourments tout particuliers, elle aussi. Bon. C'est une réponse un peu évasive, j'entends bien, mais on le constate, on sent un optimisme. Flora, peut-être tu veux ajouter un mot? Et j'indique juste que tout à l'heure était évoqué mécène sur la culture et dans les territoires. Admical et justement aussi porte beaucoup cette dimension du mécénat collectif avec un incubateur dédié au sujet qui est notamment financé par le ministère des Territoires. Et il est vrai qu'on croit beaucoup dans ces développements de mécénat collectif dans les territoires auprès d'entreprises de taille intermédiaire. Flora. Simplement un élément de réponse sur la question de la sanctuarisation des budgets. L'élément de réponse est la date du terrain d'enquête auquel on l'a mené entre juin et juillet de cette année, c'est-à-dire quand même un peu moins de 6 mois après l'invasion de l'Ukraine. Donc on peut se dire en tout cas que les entreprises mécènes étaient déjà au courant de cet événement majeur, avaient pu prendre en compte l'impact que ça allait avoir sur leur activité, et que pour autant on a des résultats qui sont plutôt positifs. Donc voilà, simplement cet élément-là à avoir en tête pour la lecture des résultats. Très éclairant, je pense. Oui, c'est vrai. Le timing du sondage a eu lieu alors qu'on connaît les tourments depuis ce début d'année. Je crois que vous vouliez poser une question. Je vous en prie. Et ce sera la dernière, si vous vous permettez, afin qu'ensuite on passe à la convivialité juste à côté, et puis le mot de notre président qui va suivre. Bonjour, Anne Jordan, je suis responsable du mécénat à l'Orchestre des Champs-Élysées. Alors j'avais une question aussi sur l'optimisme, parce que j'étais ravie d'entendre qu'il y avait un optimisme annoncé, mais je trouve moi qu'on sent quand même de plus en plus les chefs d'entreprise frileux avec tout ce qui s'est passé en 2022. Mais j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des chiffres sur la distinction entre le choix des chefs d'entreprise entre soutenir du mécénat sur du fonctionnement ou du mécénat de projet? Parce que moi je trouve je vois petit à petit quand même de plus en plus des demandes pour être sur du projet et moins sur du fonctionnement, mais je sais pas si c'est quelque chose de ciblé ou si c'est un élan général. Sur cette ventilation de où le soutien financier peut-il aller au sein d'une structure, frais de structure ou financement de projet, moi, ça me permet de faire la boucle avec la charte de déontologie du mécénat qui a été rendue publique il y a 1 mois de cela et qui évoque dans les conventions de mécénat entre entreprises et associations, ce sujet de traiter des frais de structure est explicitement indiqué, ce qui incite justement les entreprises à ne pas négliger ce point-là, parce que vouloir être trop insistante sur un projet en particulier en ignorant les dimensions structurelles qu'il faut financer, sinon le projet en question ne voit pas le jour, ça fait partie des éléments aussi de la déontologie du mécénat selon nous. Donc c'est une réponse que je vous fais sur le cadrage qui vient d'arriver dans l'espace public depuis le 18 octobre, si je ne m'abuse, de cette charte de déontologie du mécénat, adresse le sujet explicitement. Léa, tu veux compléter ?
Non, sur ça, je peux peut-être un peu compléter parce que nous, c'est quelque chose qu'on a constaté. Alors, moi, je partirais plutôt sur la partie mécénat culturel. Il y avait quelques mécènes plutôt gros qui commençaient vraiment à s'engager sur ces sujets-là, mais de manière forte. Ce qu'ils appellent, alors par moment, ça peut prendre le nom aussi de mécénat d'accompagnement, où ils s'investissent quand même dans la structure et pour plusieurs années. Donc ça, on voit apparaître sur les modèles un peu anglo-saxons. Par contre, je pense qu'il est vrai qu'il y a un vrai débat en fait à avoir aujourd'hui, à mon sens, cette histoire de frais de fonctionnement, et quand on fait le parallèle avec la philanthropie peut-être plus anglo-saxonne, où eux, ça leur pose pas de problème, voire même c'est l'inverse. Quand il y a des frais de fonctionnement qui sont trop minimes, ils vont vous dire il y a un problème dans votre projet. Et donc, alors que nous, en fait, en France, quand on est à 5-10, on nous le reproche. Et je pense qu'il y a vraiment un débat, en fait, peut-être collectif aussi à ouvrir sur ça pour changer les mentalités par rapport à ces frais de fonctionnement qui sont essentiels aussi aux structures. Moi, j'attends l'arrivée dans notre espace, dans notre écosystème, d'un fonds de dotation destiné à la prise en charge exclusivement des frais de structure associatives. Pourquoi pas? On n'y est pas. Je vous propose qu'on clôt la séance de questions-réponses. Je sais que ça frustre bien entendu des gens, mais que nous passions au message que François Debiès, notre président, souhaitait nous transmettre des enseignements qui sont les siens et ceux d'Admical sur cette édition 2022 du baromètre. Bonjour à tous. Ce sont les 20 ans du baromètre d'Admical et le président d'Admical n'est pas présent parmi vous. C'est très mal. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai un engagement depuis de longues années auprès du Ballet Près-le-Jocage à Aix-en-Provence et j'étais tenu aujourd'hui d'être à Aix. D'où mon absence que je regrette bien sûr et pour laquelle je vous présente toutes mes excuses. C'est effectivement un moment très important pour nous tous, pour Admical, mais pour nous tous, que ce baromètre qu'on attendait avec impatience parce qu'on craignait les conséquences négatives qu'avait pu avoir la crise du Covid et le méchant coup de rabot de l'administration fiscale sur la défiscalisation du mécénat des grandes entreprises fin 2019. Eh bien non, le mécénat est bien au rendez-vous de façon positive, pas de baisse, même une légère augmentation, 3,5 milliards, 3,6 milliards, ce qui montre bien sa résilience face à un environnement adverse qu'il peut rencontrer. Le deuxième point très positif de ce bilan, eh bien, c'est que pas loin de 20% des entreprises interrogées, alors plutôt les petites et moyennes, mais pas que, considèrent que les 2 années qui viennent vont leur permettre d'augmenter leur volume de mécénat, ce qui est bien sûr une perspective extrêmement intéressante et à laquelle on va tous pouvoir s'atteler de façon à ce qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Le seul point un tout petit peu négatif de ce bilan, eh bien, ça concerne le mécénat de compétences, un peu à la surprise de tous, parce qu'on s'attendait que précisément au moment où les entreprises se serrent un peu la ceinture financièrement, elles développent leur mécénat de compétences. Eh bien non, c'est le contraire qui s'est produit, probablement parce que les contraintes liées au confinement en matière d'organisation du travail ont fait que le mécénat de compétences était plus difficile à mettre en œuvre qu'il n'est en période normale. Donc on a une baisse à ce niveau-là, ce qui incite bien sûr Admical et ses partenaires à mettre encore davantage de moyens pour développer ce mécénat de compétences qui a vocation à se développer notamment dans les entreprises de dimension moyenne, voire petite. Alors, quelles leçons on peut tirer de ce baromètre? Je crois qu'il y a 3 points sur lesquels on peut revenir. D'abord, dire que les grandes entreprises et les ETI représentent toujours un pourcentage très significatif, plus de la moitié, avec une montée en régime des ETI, ce qui est pour nous quelque chose de très important. Admical a fait le choix d'accompagner davantage les ETI parce qu'il nous semble que le potentiel de développement à ce niveau-là est extrêmement important et donc le fait que ça soit déjà attesté dans les chiffres montre bien qu'on ne s'est pas trompé en faisant ce choix. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est que les entreprises, de plus en plus maintenant, vont chercher à aligner leur stratégie de mécénat par rapport à leur stratégie RSE, voire éventuellement à leur stratégie économique tout court. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est une véritable nouveauté par rapport à autrefois, qui impose qu'on s'en occupe, qu'on y travaille en profondeur, de façon à rendre cette action plus coordonnée, plus efficace et aussi plus éthique. Parce qu'à ce niveau-là, on peut rencontrer des risques nouveaux qu'on ne connaissait pas auparavant. Le troisième aspect qui me paraît fondamental, c'est celui de la volonté d'engagement territorial. Les mécènes aujourd'hui ont de plus en plus le souhait de travailler dans leur environnement proche, de façon à avoir à la fois une visibilité et un impact plus important.
Et de ce point de vue-là, là aussi, Admical a un peu anticipé en créant son incubateur, qui a démarré en 2021, qui va se développer énormément dans les années qui viennent, et dont la vocation est de multiplier ces actions de mécénat territorial collectif, qui vont pouvoir servir de locomotive au développement du mécénat, notamment pour les PME et même les ETI. Voilà, alors un petit point quand même supplémentaire qui me tient à cœur, vous savez tous mon attachement au mécénat culturel, eh bien j'ai été content de voir dans cette édition du baromètre que le mécénat culturel avait grandi, il est passé de 1/4 des mécènes à 1/3 des mécènes, ce qui est très bien, et donc je me réjouis de cette évolution à laquelle nous continuerons bien sûr à nous attacher pour les années qui viennent. Alors en conclusion de cette conclusion, eh bien, je dirais que si les chiffres affichés par le mécénat attestent de sa résilience, sont plutôt rassurants, même s'ils ne sont pas enthousiasmants au sens strict du terme, eh bien, malgré tout, il faut que nous soyons tous conscients de la nécessité de rester extrêmement engagés et vigilants autour de ce mécénat qui peut subir à la fois des contestations, mais en même temps également devoir affronter des environnements économiques ou juridiques adverses. Ce mécénat, il y en a de plus en plus besoin dans une société française qui est en grande souffrance, on le voit tous les jours. Les entreprises ont une volonté de s'engager avec à la fois leurs ressources financières et leurs ressources humaines, et cet aspect-là est de plus en plus important. Et il faut que nous travaillions tous ensemble, là aussi, de façon collective, c'est-à-dire les mécènes, c'est-à-dire le monde associatif, en lien proche avec la puissance publique qui reste le garant de l'intérêt général, de façon à ce que le mécénat devienne dans l'avenir à la fois plus approprié, plus efficace, plus éthique, au service du bien commun. Merci à tous. Bon, on envoie les remerciements à distance à François. Pour un mot de conclusion, déjà merci de votre attention. C'était un moment long, dense, donc ça va être le moment de la convivialité. Merci à toutes les personnes qui étaient en ligne d'être restées aussi nombreuses jusqu'au bout également. Je tiens à remercier nos grands mécènes, sans lesquels la mutation qui est à l'œuvre en cours au sein d'Admical n'aurait pas lieu. Vous avez déjà vu un aperçu sur la forme, l'identité visuelle nouvelle, c'était l'occasion aujourd'hui de la présenter. Vous allez voir des nouveautés sur le fond dès le début de l'année. On lance notamment 2 Open Labs, un sur la RSE mécénat, l'autre sur l'engagement des collaborateurs. Toutes les organisations présentes ici ou en ligne qui souhaitent s'impliquer dans ces 2 Open Labs, venez à nous, on vous apportera plein d'informations et on serait très heureux de vous associer à ces initiatives. Rendez-vous le 1er décembre à 14h30, si je ne m'abuse, en ligne pour un webinaire sur la charte de déontologie du mécénat, qui va en faire la pédagogie. Vous pourrez trouver le lien d'inscription sur notre page LinkedIn. Et puis, je propose maintenant qu'on passe au moment de convivialité. Je remercie Vialma, qui est notre partenaire adhérent. Le son que vous allez entendre, la playlist que vous allez entendre, c'est Vialma qui nous l'a proposé. Et je vous dis encore une fois merci. Et maintenant, c'est le moment de faire de la convivialité autour d'un petit verre. Au revoir.